Mon cher Philippe, pourquoi m'as-tu fait venir? Que veux-tu que j'ajoute à ça? Il n'y a plus rien à ajouter, tout a été dit, tant au niveau national que local, et avec l'éloquence, la pertinence, les arguments qui ont fait mouche, car nous le savons, Philippe et l'ensemble des fonds de poubelle est argumenté. Tout ça, Philippe le maîtrise, il connaît son sujet, il ne se contente pas, comme nos adversaires, de slogans. Il étudie les dossiers à fond, et c'est pour ça qu'il a à cœur de les présenter en détail. Et pour celui qui vient derrière, il n'y a plus grand-chose à dire. Alors, mesdames et messieurs, merci. Merci d'être là ce soir. Vous, les demi-citoyens, les sous-citoyens, vous qui ne votez que par coup de sang, coup de nerf, sans réflexion. Merci à vous, les fonds de poubelle. Dixit, monsieur Cambadélis, le premier secrétaire du parti le plus corrompu de ce pays, qui lui-même est un repris de justice, qui a succédé à un autre repris de justice, monsieur Harlem, qui est loin d'être un désir. Voilà qui nous donne des leçons de morale. À gauche. La gauche du mondialisme. Et à la droite du mondialisme, eh bien, l'on est un petit peu moins agressif dans le verbe, mais les attaques virulentes, violentes sont toujours là. Monsieur Juppé, le Canadien, Madame Nathalie Ceausescu-Morizet, dans son regard, on sent la tolérance, l'amour, le partage, le vivre ensemble. Et puis, n'oublions pas pourquoi je vais vous le dire. Le loser, le perdant, celui qui n'a toujours pas compris que c'était un ancien président de la République et qu'il resterait, le pitoyable, celui qui a vraiment pris un coup de vieux, monsieur, on peut encore l'appeler quand même comme ça, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui fait partie de la meute et qui s'est cru obligé de lancer un slogan qui a fait pchit tout de suite, le FNPS. Même ces petits lieutenants qui sont chargés de transmettre cet élément de langage, parce que ce sont des gens qui parlent au français à partir de ce qu'ont décidé des professionnels de la communication. Donc que ça soit Morizet, que ça soit Gaudin, que ça soit n'importe quel cadre national ou local de l'UMP ou de l'UDI, à partir du moment où le grand petit chef a décidé avec ses grands communicants qu'il fallait dire FNPS, même si c'est complètement absurde, eh bien ils sont tous à l'unisson, mais le problème c'est que je crois qu'il y a eu un sondage, 70% des Français ne comprennent pas ce que ça veut dire. Parce que c'est tellement à l'opposé de ce qu'ils perçoivent au quotidien qu'ils ne comprennent pas. Et que perçoivent-ils au quotidien? Eh bien, il y a 27 ans, Stade Vélodrome, 1988, donc au mois de mai ou au mois de juin, plus le souvenir. J'étais assis tribune gainée, il y a un bonhomme là qui traverse le terrain, qui monte à la tribune, un certain, il est connu, hein, Jean-Marie Vérani, non, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen rappelle à ce moment-là, ce qui semble ne pas avoir beaucoup émoustillé la classe politique de l'époque, qui est toujours la même aujourd'hui. Le temps est proche, où les masses affamées du Sud monteront à l'assaut des pays riches du Nord. Cette immigration ne sera ni fraternelle, ni pacifique. Ouari Boumedienne, président de la très grande démocratie algérienne, très tolérante, à la tribune de l'ONU dans les années 60. Dans 20 ans, c'est sûr, la France sera une république islamique. Hussein Moussaoui,
un des chefs du Hezbollah libanais qui avait tenu ses propos dans le quotidien de Paris, enfin qui les avait rapportés 2 ans plus tôt, en 1986. Jean-Marie Le Pen, en 1988, rappelait ces 2 propos. L'un, évidemment, allant entraîner le second, mécaniquement. Il ajoutait « Nous, vivants, elle ne le sera jamais. La France islamique, elle ne le serait jamais, à condition, bien sûr, que les Français se sentent concernés et mobilisés. » Eh bien, pour cela, il a été diabolisé, il a été insulté, il a été diffamé et voire même condamné. Et puis, dans ces mêmes années, il a déclaré, par analyse, pas par dogmatisme, que l'effacement des frontières économiques au sein de cette Union européenne qui n'avait de cesse de s'agrandir, 6, 12, 9, 27, et que cette Europe n'avait rien d'européenne et qu'elle était mondialiste. Déjà, il y a plus de 20 ans ce terme dans la bouche de Jean-Marie Le Pen, de mondialisme, cette idéologie, et que mécaniquement, là encore une fois, eh bien, en effaçant nos frontières, les immigrés allaient entrer et nos emplois allaient sortir. Qu'il y avait là une concurrence déloyale face aux pays de l'étranger, des pays étrangers qui ne respecteraient aucune norme sociale, économique, environnementale, et que nous ne pourrions pas lutter. Ou alors que pour lutter, nos entreprises devraient se délocaliser. Et c'est ce qui s'est passé. Pour cela, on a qualifié Jean-Marie Le Pen de has-been. Vous vivez dans le passé. L'avenir, c'est le village mondial, le village économique mondial. Il faut s'ouvrir, nous sommes armés, nous la France, pour affronter cette concurrence. Il avait, encore une fois, raison trop tôt. Il a aussi dénoncé et mis en garde l'abandon de nos valeurs familiales. Une famille, en règle générale, jusqu'à présent, depuis la nuit des temps en tout cas, c'est un père, une mère, et qui font des enfants. Même Lionel Jospin lui avait donné raison. Eh bien, là aussi, vous êtes un rétrograde. Il a rappelé les valeurs et de nos traditions chrétiennes. On ne saurait mettre sur le même pied d'égalité 30 ans d'immigration et 16 siècles de chrétienté. Chrétienne, même Charles de Gaulle l'a rappelé. Et bien pour cela, il a été qualifié d'islamophobe, de raciste. Il ne fait jamais bon dans ce pays d'avoir raison trop tôt. 27 ans se sont écoulés, en tout cas depuis ce meeting mythique au stade Vélodrome, et nous avons pu, nous, observer, vivre et subir les conséquences de cette immigration folle, les conséquences de cette mondialisation folle, les conséquences de cet abandon de nos valeurs, pour aujourd'hui, eh bien, obtenir ce résultat catastrophique que notre ami Philippe a rappelé, 2000 milliards de dettes, des véritables génies à la tête de l'État. Le problème, c'est qu'ils sont intelligents. Enfin, en tout cas, ils ont des diplômes qui tendraient à le prouver. Mais on peut être instruit et être un parfait idiot. Il n'y a qu'à observer les gouvernements qui se sont succédés pour en être convaincus. 2000 milliards d'euros de dettes, une insécurité qui vire à la barbarie. L'UMP n'a pas de leçon à donner au gouvernement socialiste, car je vous rappelle que sous l'excité Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur puis président de la République, les 5 années de sa présidence, les agressions sur les personnes physiques ont augmenté de 45%. 45%, dans le même temps, il avait supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Évidemment, il y a eu une cause la cause a entraîné un effet immédiat. Nous avons un bilan en matière d'immigration que nous payons cher, que nous payons même au prix fort, au prix du sang versé. Lorsque Jean-Marie Le Pen, et Marine Le Pen bien sûr, depuis plusieurs années, qu'elle a été portée à la présidence du mouvement par les adhérents,
eh bien, a dénoncé cette immigration, cette politique d'immigration massive qui immanquablement allait entraîner un développement du communautarisme et de l'islamisme. Parce que l'immigration, ou celles et ceux qui la composent, sont rarement des bouddhistes ou des shintoïstes. C'est quand même essentiellement composé d'individus de confession musulmane. En tout cas, c'est ce que je peux apercevoir à Marseille, et à Salon, et à Tarascon, et à La Ciotat, et de partout où je me rends, puisque j'ai l'honneur aujourd'hui d'être invité par les fédérations, que ce soit à Saint-Étienne, que ce soit en région parisienne, le phénomène est tel qu'aujourd'hui, même à Zouzbegag, éphémère ministre sous Jacques Chirac, qui avait une peur bleue, c'était bien le seul, de Nicolas Sarkozy, il avait déclaré que Nicolas Sarkozy lui faisait peur. Ils ont tous peur dans ces gouvernements. Quand on lui posait la question, on lui faisait la remarque à l'occasion d'un débat radiophonique, on dit, monsieur Zouzbegag, en France, il y a 5 millions de musulmans. Il dit, comment ça, 5 millions de musulmans? Et ça fait 20 ans que j'entends qu'en France, qu'il y aurait 5 millions de musulmans. Mais en 20 ans, ils ont fait des enfants, qui eux-mêmes, pour certains, ont fait des enfants, et puis l'immigration a continué. Donc j'estime, moi, je cite toujours Zouzbegag, qu'ils sont entre 13 et 15 millions. Comment s'appelle cette chercheuse du CNRS qui a écrit un livre sur le Front National, madame, le nom m'échappe, ça me reviendra. Elle avait écrit un livre sur le Front National, contre le Front National, et puis elle en a écrit un autre récemment, sur l'immigration, qui s'appelle « Les yeux grands fermés », dans lequel elle explique que tous les chiffres de l'immigration, tous, sont faux, ou truqués, ou bidonnés. On ment en français, on nous ment, mais nous avons, nous, un instrument de mesure qui est infaillible, même si on nous interdirait même presque de nous en servir, et on nous condamnerait si on en exprimait le résultat de cette observation. Justement, ce sont nos yeux, le nerf optique. Il est infaillible celui-là, et on peut donc considérer que les chiffres de M. Zouzbegag sont évidemment plus proches de la réalité, même si nous reconnaissons bien sûr des patriotes musulmans, des Français musulmans, et non pas des musulmans français. Des Français musulmans, Jean-Marie Le Pen le premier, Philippe avec lui, et tous ceux qui ont connu cette tragédie de l'Algérie française, livrée au boucher du FLN volontairement par le traître de Gaulle, se souviennent qu'il y a des harkis, ces harkis qui sont des Français à part entière, musulmans, et fiers d'être Français, et nous ne les oublions pas. Et le maire de secteur que je suis, pour rassurer, pour confirmer ce qu'a dit Philippe, l'on s'est adressé à moi ces dernières semaines, les associations d'anciens combattants de mon secteur, pour me demander de financer une gerbe ici et là pour le 19 mars. Eh bien, je leur ai dit, vous pouvez vous asseoir dessus. Il n'y aura jamais de gerbe pour le 19 mars dans les 13e et 14e arrondissements, en tout cas tant que je serai là. Alors donc les années se sont écoulées, l'immigration s'est déversée, nous en payons donc le prix fort, ce communautarisme qui a entraîné un islamisme conquérant, violent. On nous avait dit, en France, c'est pas pareil qu'ailleurs, c'est un islam de France. Bientôt on va nous dire qu'il y aura un islam de Marseille, un islam de Salon, un islam auvergnat, un islam breton. Mon œil, il y a un islam tout court. L'islam est le même ici qu'ailleurs. Et lorsqu'il devient imposant, puissant, il se développe parallèlement, ou en son sein, une branche extrémiste, une branche de barbus, comme on dit, qui n'hésite pas à passer à l'acte ici comme ailleurs. Et ici, mieux qu'ailleurs, parce que les pouvoirs publics, eh bien, n'osent pas affronter ou regarder le problème en face.
Et cela a donné ce qui s'est passé au mois de janvier à Paris, avec les attentats concernant les caricaturistes de Charlie Hebdo, les clients du magasin King Kacher et ces policiers qui ont été abattus. Je ne vous cache pas que Charlie Hebdo... Non, je parle du journal. Hein. Bon, moi, à chaque fois que je le voyais, Charlie Hebdo, c'était plutôt au fond de la cuvette des toilettes. C'était là sa meilleure place. De là à assassiner ces caricaturistes qui étaient plutôt animés de la haine anti-française et anti-chrétienne, je me demande même s'ils ne se servaient pas de leur dessein contre le prophète pour attiser la haine, la violence envers les chrétiens. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs lorsqu'ils ont sorti leur dernier numéro. C'est envers les chrétiens qu'en Afrique, et dans les pays musulmans en tout cas, eh bien on s'est retourné violemment, on a incendié des églises, on a assassiné des chrétiens. Bon, mais le plus important est sauvé. Charlie Hebdo est toujours vivant, alors qu'ils étaient à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Donc évidemment que nous condamnons toute forme de violence, qui plus est lorsqu'elles sont extrêmes, mais nous l'avions prévu ça. Nous l'avions annoncé. Alors aujourd'hui on nous dit, il faut être Charlie. Nous sommes Charlie. Moi je ne me sens pas plus Charlie, je ne me sens pas obligé d'être Charlie. Si nous avions été plus nombreux à être Jean-Marie, nous ne serions pas obligés aujourd'hui d'être Charlie. Et il en est de même pour la mondialisation. Aujourd'hui, le flambeau a été repris par Marine, avec le brio que nous lui connaissons, entouré de son état-major, par Florian. Hier, nous avions le plaisir de recevoir Louis Alliot, Gilbert Collard était là, Marion, Maréchal Le Pen, qui a fait prendre une nouvelle crise à la JD du bocal de Matignon. C'est vrai que tout à l'heure tu disais qu'il risquait un AVC. C'est un accident valso-circulaire. Parce que cérébral, voilà. Il est en permanence en état de crise. Pourquoi? Parce qu'il est quand même normalement avant, mais en plus d'être le premier sinistre, ou le premier sinistré, il est le premier ministre, même s'il a du mal à emporter les habits. Eh bien, il est au courant des sondages, vrai, de ce que pense réellement l'opinion et de ce qu'elle s'apprête à faire dans quelques jours dans les 4 cantons ici présentés, sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône et sur l'ensemble du pays. Il sait, lui, qu'une véritable révolution patriotique est en train de prendre forme. Cette révolution patriotique, nous l'avons appelée de nos voeux, nous y avons travaillé pendant les 27 années, et Jean-Marie Le Pen pendant 50 ans. Il a fallu ramer à contre-flot, comme dirait Marine, comme elle l'a écrit, il a fallu aller au-devant du système, de tous ceux qui en vivent, parce qu'il y en a beaucoup qui en vivent bien, mais ils sont de moins en moins nombreux. Eh bien, nous avons affronté les insultes, les amalgames, les procès, les condamnations. Quand on est condamné pour défendre son pays, c'est plus une condamnation, c'est une décoration. Eh bien, nous avons tout affronté, nous avons serré les coudes, et puis des victoires se sont présentées. Tiens, Jean-Marie Le Pen qui se qualifie pour le second tour des élections présidentielles en 2002. Après un mouvement interne, on va dire, qui avait failli le balayer, eh bien, le voilà Tipa qui arrive à se qualifier pour le second tour des présidentielles. Alors, un accident démocratique, ont-ils dit. Toujours dans le déni. Dans le déni de la réalité. Et les affaires ont repris, le business. Et puis 2005, je crois que c'est 2005, le référendum sur la Constitution européenne. Jacques Chirac, toujours très au fait de ce que veulent les Français, il pensait que ce référendum serait une formalité. Les Français disent non. Non à 55%. Eh
bien, les élus ont dit oui à 95%. Les élus de l'UMPS. Ils ont réuni le Congrès, les sénateurs et les députés, tous UMP, PS, Front de Gauche, enfin tout le marigot là. Et à 95%, ils ont voté oui. Vous voyez là, le fossé qui séparait de plus en plus le peuple de ces élites autoproclamées. 2007, comment dirais-je, le braquage électoral de Sarkozy, talentueux, il faut bien lui reconnaître, un discours très patriotique, cocardier, le Karcher, hein, la France tricolore, la France du mérite, la droite est de retour. Eh bien, il n'a pas fallu attendre longtemps pour se rendre compte qu'il nous avait berné. Nous, il ne nous avait pas berné, on savait très bien de qui il s'agissait. Mais lui qui s'était fait élire sur nos idées, sur une volonté de rupture avec la gauche, forme son gouvernement. Bernard Kouchner, Frédéric Mitterrand, celui qui fait des rêves érotiques avec les premiers ministres. Jouyet, Fadela Amara, ni pute ni soumise. Elle est tombée dans les oubliettes de l'histoire politique. Mais voilà quelle était la rupture de Nicolas Sarkozy. Il avait, sachez-le, demandé à une certaine Christiane Taubira de faire partie de son gouvernement, enfin, du gouvernement du Premier ministre, le faire-valoir, M. Fillon. Il avait demandé à Christiane Taubira de faire partie de son gouvernement. Eh bien, Mme Taubira n'a pas souhaité, mais il faut le savoir. Parce qu'aujourd'hui, Nicolas, le petit Nicolas le jardinier, voudrait encore labourer sur nos terres. Et joue les muscles, en étant très agressif contre cette gauche. Eh bien, cette gauche, c'est lui-même qui l'a mise au pouvoir en ayant gagné. C'est le problème avec l'UMP, même quand ils gagnent, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire une politique de gauche, et même avec des élus et des ministres de gauche. 2010, c'était déjà le retour avec les élections régionales. Nous revenions sur le devant de la scène, parce que les Français se rendaient compte qu'ils avaient été une fois de plus bernés par Sarkozy, en qui ils avaient vraiment placé des espoirs immenses. Et puis 2011, les cantonales, 2011, 30% au premier tour sur l'ensemble du département. Nous arrivons en tête au premier tour. Au second tour, 0 élu. C'est la démocratie made in France. Hein? Donnons des leçons de démocratie à la terre entière, mais ici, c'est chasse gardée. Et puis 2012, élection présidentielle, Marine Le Pen réalise un score historique. Et puis il y a les élections législatives. Lorsque je vois Marine, au lendemain du deuxième tour, à l'occasion du bureau politique, allez, embrassons-nous. C'est ce qu'on fait à chaque fois, mais tout bien, tout honneur, je me dis. Bon, la place est déjà prise. Elle me dit, nous avons réalisé tous les deux les deux meilleurs scores. Elle avait fait 49,9. Moi, je n'avais fait que 49,1 face à Sylvie Andrieux. Et voilà, donc 49%, deux élus, Gilbert Collard sous l'étiquette RBM, mais soutenu par le Front National, et Marion, avec un score à la proportionnelle qui aurait pu et qui aurait dû octroyer au Front National entre 80 et 100 députés, si nous étions une véritable démocratie. Mais voilà, ça monte, la vague est en train d'enfler. Encore que la vague, j'aime pas trop cette image, parce que vous savez, une vague, ça s'abat, et puis ça finit par repartir. Là, c'est une marée montante. C'est la marée qui monte et qui ne redescendra pas. À tel point qu'au municipal, eh bien, on gagne une douzaine de villes, dont les 13e et 14e arrondissements de Marseille, pour lesquels je vous avais dit que jamais le Front National ne pourrait remporter une partie des quartiers nord. C'était à gauche depuis toujours, ça serait à gauche jusqu'à la fin des temps. Eh bien, nous l'avons fait. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des militants, bien sûr. Moi, j'avais l'honneur d'en être à la tête, mais c'était un travail collectif, un travail qui continue chaque jour. Fréjus, Hénin-Beaumont, et une douzaine de villes comme ça, à Villers-Cotterêts.
Beaucaire, Le Pontet, bon, que celles et ceux que je ne cite pas me pardonnent, sans compter les petits villages ici et là où les étiquettes ne sont pas annoncées, mais les maires sont Front National. Bien, et puis on nous a dit, bon, c'est pas très important, puis ensuite il y aura les élections européennes. Eh bien, les élections européennes pour lesquelles ils s'attendaient à retrouver leur magot électoral, non seulement ils ne le retrouvent pas, mais nous arrivons en tête. Nous sommes devenus le premier, vous êtes devenus le premier parti de France, mesdames et messieurs. C'est moi qui vous applaudis. La persévérance et le travail. Hey. Oui, mais les européennes, c'est pas très important. Les Français sont bougons, alors ils se lâchent de temps en temps, mais ensuite il y a les sénatoriales. Et les sénatoriales, ce sont les grands électeurs qui votent. Les intelligents. Pas vous, pas nous, pas les fonds de poubelle. Ceux qui connaissent la réalité, ceux qui se projettent dans cette Union européenne, etc. Troisième effet qui se coule. Pas un sénateur, 2 sénateurs. Donc ce sont non seulement nos élus qui ont voté pour nous, donc ça c'est le résultat, votre résultat, qui avait eu le courage de monter des listes à Salon et ailleurs dans tout le département, qui nous ont permis d'avoir des élus, et donc de grands électeurs, qui ont voté pour notre liste. Merci à vous de l'avoir fait. Et nous avons aussi réussi à convaincre des grands électeurs qui ne sont pas de notre paroisse, qui ne sont pas du Front National, et qui sont eux aussi désormais convaincus que cela ne peut plus durer comme ça. Que nous allons droit dans le mur, que nous l'avons déjà pris, le mur d'ailleurs, et après le mur, c'est le précipice. Et si le mur, bon, ça les a cabossés, ils n'ont pas envie de se jeter dans le précipice. Et ils l'ont démontré aux élections sénatoriales, et l'ont fait aussi ailleurs. Même si nous n'avons pas obtenu de sénateurs ailleurs que dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, nous avons réalisé des scores très importants dans les autres départements. Et ça, les observateurs, et l'agité de Matignon l'a bien vu. Arrivent les élections départementales, c'est une élection qui nous est le moins favorable jusqu'à présent. Élection de notables. Don Guérini et Don Gaudin arrosent. Ils s'entendent comme des larrons en foire. D'ailleurs, à toi le conseil général, le conseil départemental, à moi la mairie de Marseille. Tu m'aides pour la mairie, je t'aide, je te jette pas trop en tout cas pour le conseil général, je t'envoie Martine Vassal, une illustre inconnue, mondialement connue dans son immeuble. Voilà, il y a un pacte de non-agression, tellement non-agressif que Jean-Noël Guérini a permis à Jean-Claude Gaudin d'être élu par une alliance. Vous savez qu'à Marseille, il y a 8 secteurs, donc 8 mairies. Entre les 2 tours, dans la mairie du 2e secteur, 2e et 3e arrondissement, quartier du Panier. Vous voyez, voilà. Dans la poche gauche, la droite, dans le flingue, l'autre on a le chéquier, on choisit. Bon. Madame Narducci était candidate. Parti radical de gauche. Comment il s'appelle, Broching déjà? Ancien président de la communauté urbaine. Eugène Caselli, surnommé Broching. C'est vrai qu'il a un brushing impeccable, hein, qui était le candidat socialiste, et il y avait la candidate UMP. Et au soir du premier tour, Madame Narducci réalise un excellent score. Et voilà-t-il pas que le lundi soir, on nous fait croire que dans la nuit de dimanche à lundi, elle a lancé un appel au rassemblement et que seul Jean-Claude Gaudin lui a répondu. Fusion de liste entre celle de Madame Narducci, anciennement socialiste, encarté, devenu PRG, mais toujours guériniste. À tel point, alors, victoire de l'UMPRG, dans ce secteur, ce qui conforte la victoire de Gaudin sur l'ensemble de la ville. Donc Madame Narducci fait partie de la majorité Gaudin. Mais elle pose en ce moment sur les affiches de son canton avec Jean-Noël Guérini. Elle forme le binôme avec Jean-Noël Guérini, tout en étant avec Jean-Claude Gaudin. C'est le chaînon manquant, c'est le lien. Comment voulez-vous que les Français, et les Bucco-Rodaniens, ou les Marseillais en particulier, s'y retrouvent?
faut avoir les nerfs bien accrochés quand même quand on est à l'UMP. Parce que là aussi, il nous faut un discours anti-gauche, anti-Guérini. Mais ils ont une guériniste avec eux, la ville de Marseille. Et puis ils ont investi M. Limousin, je crois, à Tarascon, qui a déjà annoncé qu'il voterait pour Guérini. Monsieur le Dissès à Marignane. Il n'est pas net quand même, hein. Bon, il se dit non encarté, mais il se dit quand même plutôt à droite, mais lui aussi, il serait plutôt pro-Guérini. Et chez les socialistes, on avait dit plus jamais Guérini. Et puis sur les affiches, on voit un socialiste avec un guériniste. Enfin bon, tout ça, toute cette cuisine nauséabonde, eh bien les Français en ont ras-le-bol. Ils en ont assez d'être pris pour des vaches à lait, ils en ont assez d'être insultés, et se tournent, après réflexion, pas par rejet des autres. Ils ont compris qu'aujourd'hui, qu'avec les autres, ça serait toujours la même chose. L'échec permanent, la préférence étrangère permanente, la fiscalité délirante permanente, le laxisme permanent et une politique antinationale, antipatriotique permanente. On le voit aujourd'hui avec les délires de M. Valls, qui en appelle aujourd'hui clairement à la haine et à la violence envers le Front National et sa présidente, parce qu'il l'a nommé. Je revendique la stigmatisation de Marine Le Pen. Imaginez si Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen avait déclaré « Je revendique la stigmatisation de François Hollande » ou la stigmatisation de Manuel Valls. Ils seraient déjà traînés devant les tribunaux, auraient perdu leur mandat. Voilà dans quel contexte nous sommes, dans un climat de pré-guerre civile. De pré-guerre civile. Valls, acculé, j'ai bien dit acculé, et bien se croit autorisé à utiliser tous les moyens. Donc moi je vous invite à garder votre calme, à être serein, sûr de vous, et de laisser glisser, de laisser passer les insultes. Notre ami Louis Alliot a annoncé hier que le Front National allait contre-attaquer, sur le plan légal, sur le plan politique, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la politique. C'est l'avenir de nos enfants, ce que nous allons faire pour eux dans les collèges, ce que nous allons faire pour eux, pour les aider socialement quand ils en auront besoin. S'ils en ont besoin, nous espérons que ça ne sera pas le cas, et pas les invectives, et pas les déclarations incendiaires. Restez calmes. Nous allons remporter la victoire, car nous l'avons méritée. Philippe l'a dit tout à l'heure. Philippe, parce que moi je suis comme Philippe, je m'auto-alimente. Il vaut mieux avoir un micro à pile. Au moins quand tu n'as plus de pile, c'est terminé. Là, si c'est à moins que les cégétistes interviennent et qu'ils nous coupent le jus, comme ils l'ont fait à Valls. Les Français aujourd'hui plébiscitent, en tout cas ceux qui ont la chance d'avoir un maire Front National. C'est un sondage qui a été réalisé par Paris Match et Ipsos, je crois. Ce ne sont pas tellement des amis, hein. Bon, ben, ou IFOP peut-être IFOP. 74%, malgré le matraquage médiatique permanent. Bon, eh bien, les habitants de ces communes, les administrés Front National sont contents. Ils constatent que la gestion Front National, ça marche, que c'est sérieux, que même si on n'est pas sorti de l'ENA, ou parce que nous ne sommes pas sortis de l'ENA, eh bien nous savons faire. Moi, je n'ai rien contre les diplômes.